Ablaye, c'est l'épisode 2, et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui, on va parler de pourquoi tout le monde veut devenir entrepreneur. Déjà, attends, te présente pas, dis pas bonjour, on va faire une petite présentation. Je t'explique pourquoi le nom de l'épisode s'appelle comme ça. Ok. Depuis 2020, 2021, 2022, il y a un mouvement sur Internet qui a pris énormément d'ampleur. C'est le mouvement que t'as sûrement dû voir, que tout le monde a dû voir. C'est la motivation, le sport, la remise en question, l'oseille et le business. En fait, pourquoi tout le monde veut devenir entrepreneur, c'est seulement une petite partie de ce gros mouvement là qui existe depuis maintenant 3-4 ans. En fait, c'est devenu sexy de vouloir être entrepreneur. Tout le monde en parle, tout le monde médiatise ça partout. D'où ma question. Pourquoi tout le monde veut devenir entrepreneur? Bonjour Ablaye. Salut frérot. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du OI Podcast. Et ma réponse, c'est oui, c'est sexy. Ça donne envie et c'est beau. Mais on va rentrer dans le détail. Mais tu l'as dit, en vrai, c'est sexy. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur adjectif que ça, en fait. Ok, bon, parfait. Je pense que on va pas perdre plus de temps que ça. Je me suis déjà un peu expliqué sur pourquoi le titre de l'épisode est comme ça. Maintenant, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat en général? Donne-moi une réponse générale. Qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat? Ok, je vais essayer de faire simple. Moi, tu sais, je suis un mec, j'ai grave du mal à définir certaines choses. Et l'entrepreneuriat, je vais pas te mentir, j'ai découvert ça assez récemment. Il y a 4 ans en arrière, pour moi, c'était très flou. Et j'ai eu l'occasion d'en faire notamment un peu en BTS, tout ça. Et pour moi, un entrepreneur, pour faire simple, c'est un mec qui trouve des opportunités et qui rentre dedans. Un mec qui crée quelque chose via une opportunité, qui est innovant, qui va manager quelque chose dans le but d'apporter un truc nouveau. Tu vois. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer ou recréer un truc qui existe déjà, c'est créer quelque chose de nouveau. Ok, d'accord. En fait, tu vois, moi, pour ma réponse, je me suis un peu aidé. Je me suis pas aidé, je suis resté dans le thème de l'épisode et je suis allé sur ChatGPT. Je me suis dit, non mais attends, épisode d'entrepreneuriat, il faut que j'aille sur ChatGPT pour lui demander qu'est-ce que c'est être un entrepreneur. Il m'a fait une big réponse que je trouve hyper intéressante, donc je vais vous la lire. L'entrepreneuriat désigne l'activité d'une personne qui crée et gère une entreprise en prenant des initiatives, en assumant des risques financiers et en organisant des ressources pour développer des produits ou services innovants. L'entrepreneur est souvent caractérisé par sa capacité à identifier des opportunités, à mobiliser des ressources et à prendre des décisions stratégiques pour atteindre ses objectifs commerciaux. L'entrepreneuriat joue un rôle clé dans le développement économique en stimulant l'innovation, la création d'emplois et la croissance des entreprises. Là, en fait, vous voyez, c'est une réponse en 3 parties qu'il m'a donnée et je la trouve hyper intéressante. Ouais, La première, c'est stylé, hein. c'est hyper générique. En gros, ça désigne une activité, une personne qui gère une entreprise, point barre, tu vois. Elle assume des risques financiers, ce genre de choses-là. La deuxième partie, c'est on explique à quoi est assimilé un entrepreneur. Donc, sa capacité à identifier les opportunités, mobiliser ses ressources, etc. Et la fin, ça donne le fait que l'entrepreneuriat joue un rôle clé dans l'innovation, dans le développement et dans l'économie en général. Et je trouve ça hyper intéressant et je suis assez proche de ça. C'est Là, pas une question de faire l'éloge de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est que, en fait, là, c'est une bonne définition et c'est vu à sa juste valeur. Que je pense, moi, personnellement, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur pour les gens autour de lui. En gros, je m'explique, si t'es un entrepreneur et que tu veux tenir, pour moi, t'es obligé de créer de la valeur, mais de la vraie valeur, quelque chose de pertinent, tu vois. justement, je voulais te poser la question. C'est quoi la valeur pour toi? Parce que je pense qu'on n'a pas tous la même définition du mot et moi-même, j'ai du mal à me l'expliquer. La valeur, c'est quoi? T'apportes quelque chose de nouveau dans la vie des gens, t'apportes quelque chose d'utile, ou alors juste tu leur apportes du taf ou tu leur permets d'évoluer. Enfin, c'est quoi la valeur en soi, tu vois? Pour moi, apporter de la valeur, c'est t'apportes quelque chose, point barre. T'apportes quelque chose Ouais, qui sert aux gens. ok, Et juste tu dis t'apportes un truc et... ça peut être de la nouveauté. Ça peut être de la nouveauté, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose qui existe déjà, mais dont la personne manque, tu vois. Ok, Apporter de la valeur, pour moi, c'est apporter de la valeur, point barre, tu vois. ok, donc t'apportes un truc qui lui sera utile, forcément. Faut que ce soit Exactement. utile, ok. Donc dans l'idée, faut que ce soit réutilisable, applicable, etc. Ok, cool. Exactement. Je vois pas mal de choses aussi, par exemple, parce que là, imaginons que je suis devant une foule de 1000 personnes, et je dis,
les entrepreneurs apportent de la valeur aux gens. Il va forcément y avoir un type qui va me dire non, les entrepreneurs, ils arnaquent, ils vont pas du tout apporter de la valeur et ils vont juste prendre ton oseille. Et ben en fait pour moi, Est-ce qu'ils ont ces tort? gens-là, est-ce que ces gens-là, je vais leur dire non, c'est pas vrai et tout machin, ça existe pas, tu vois. Bien sûr que ça existe. C'est des scammers. Ça s'appelle des scammers, c'est des arnaqueurs en gros. Je vais pas faire d'anglicisme parce que après on va commencer à répéter. Mais mais en fait, ces gens-là, ils ont raison. Il y a des scammers qui existent. Mais un scammer, c'est pas un entrepreneur. En fait, si vous voulez, pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut que tes clients reviennent. Tu vois, il faut que tes clients t'apprécient. Il faut fidéliser la clientèle. Si t'arnaques un mec, tu fidélises pas un mec que t'arnaques. À moins que le mec, il a un syndrome de ouf, de Stockholm. Mais ça arrivera pas. En fait, et pour moi, oui, les scammers qui s'appellent entrepreneurs existent, mais c'est là où il faut chacun savoir faire la différence entre qu'est-ce qu'un entrepreneur et qu'est-ce qu'un scammer. Mm. Et C'est là où la notion de valeur, elle est un peu floue, dans le sens où voilà. un scammer, et ça c'est un peu un avis personnel que j'ai, c'est que je pense qu'on peut le considérer comme un entrepreneur. C'est-à-dire qu'un scammer, c'est un mec qui va quand même créer une stratégie dans l'idée, dans l'objectif de atteindre un objectif financier ou en termes de popularité et autres. Et ça, c'est une des bases de l'entrepreneuriat. Tu vois, ChatGPT, il dit une opportunité, c'est-à-dire que tu trouves une opportunité dans une brèche, par exemple, de scam. Donc tu la travailles, tu crées une stratégie à travers celle-ci, tu mobilises certaines ressources. Ça peut être, les scammers, ils utilisent quoi des formations, les réseaux sociaux, les masterclass. Enfin, il y a plein de canaux, tu vois. Et c'est une démarche, entre guillemets, entrepreneuriale. Il n'y a pas de valeur à ajouter derrière. Mais c'est une démarche entrepreneuriale. Je suis déçu parce que t'as déjà donné ma réponse. En fait, je suis déçu parce que t'as déjà donné ma réponse. C'est là, en fait, ce que tu viens de donner, c'est pas un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte pas de valeur. C'est dans la définition même d'un entrepreneur qui apporte de la valeur aux autres. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu regardes un business et que ce business arnaque les gens et que les gens ne gagnent pas de valeur, c'est pas une entreprise, c'est une arnaque. Tu vois, je vais pas. En fait, c'est comme dire que des mecs qui se retrouvent dans un hangar et qui planifient un braquage de banque, c'est des entrepreneurs. C'est pas des entrepreneurs, c'est une organisation peut-être. Et dans les organisations, tu peux avoir des entreprises, mais c'est pas des entrepreneurs. Les mecs, ils vont pas dire alors désolé monsieur l'agent, j'ai braqué la banque, mais c'était mon projet entrepreneurial. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quand même une démarche derrière, et même si c'est pas forcément, parce qu'il y a des scammers qui arrivent à trouver des failles dans les systèmes juridiques et qui arrivent à rendre leur business pérenne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, certes, eux, ils sont pas dans l'optique, par exemple, de fidéliser la clientèle, mais ils sont dans l'optique de générer du trafic. Plus tu génères du trafic, plus t'as de nombre potentiel de personnes qui vont acheter ce que tu vends. Et même s'ils reviennent pas, eh ben, c'est des délires de partenariat, enfin, comment on appelle ça? De parrainage, tous ces délires-là, Oui. tu vois. L'affiliation. Oui, mais en fait, là-dedans, le problème, c'est que c'est un autre modèle de travail, là. C'est pas être un entrepreneur, c'est juste prendre de l'argent, tu vois. C'est comme, je te dis, c'est littéralement ce que ces mecs feraient, ça peut être traduit par un mec qui vient dans la rue et qui vole ton portefeuille. C'est pas un entrepreneur. Mais tu C'est vois, pas parce que le mec, il a... Je relis la définition de ChatGPT, et je crois bien qu'à aucun moment, lui, il fait référence à de la valeur, tu vois. Il parle surtout de développement économique, c'est-à-dire que les entrepreneurs, ils font aussi marcher la société. Et on reviendra après, j'ai des stats par rapport à ça sur le fait que depuis 2020, la crise du Covid-19, etc., il y a c'est un peu plus de 60% de la population française qui a déjà eu des idées d'entrepreneuriat. Ça veut dire que là-dedans, t'as des scammers et t'as des mecs comme nous qui ont envie de créer des projets et faire des choses, tu vois. Oui, mais par contre, ChatGPT, c'est pas un humain. ChatGPT, c'est un robot. Donc le frérot, il va pas se dire derrière que tu vas arnaquer les gens. Tu vois bien que là, ChatGPT, il parle en mode le monde, il est tout beau. Ouais. L'entrepreneuriat, il joue un rôle clé dans le développement économique, c'est super, tu vois. Genre, moi, je te dis que il a pas de sentiment. En tant qu'humain, justement, bah oui, mais il a pas de sentiment, mais tu vois, à aucun moment, il dit, allez-y, arnaquer les gens, tu vois. En fait, là où c'est intéressant, c'est que lui, il parle de ça en mode entrepreneur, de toute façon, c'est quelqu'un qui va lancer une entreprise qui aide les gens. D'où le fait que ça développe l'innovation, la création d'emplois, la croissance des entreprises, etc. Là où nous, en tant qu'humains, parce que nous, on est humains, donc il y a le côté
vicieux où on sait qu'on peut se faire arnaquer, où les mecs peuvent tirer ça à leur avantage, etc. Et ben là, il faut qu'on soit intelligent. Wow, désolé, il y a un gros V8 qui vient de passer, je suis en train d'enregistrer en extérieur. Vous allez pas me critiquer, les gars, c'est l'épisode 2. En tout cas, là où nous, on est humain, on est vrai, eh ben, c'est qu'on sait qu'on peut se faire arnaquer, etc. Et donc, si nous, en tant qu'humains, encore une fois, on veut faire la différence entre l'entrepreneuriat et le scam, il faut qu'on se rende compte de cette notion de valeur qui, à partir du moment où quelqu'un apporte de la valeur aux autres, ce n'est pas un scammer. Et là, je voudrais faire, pour conclure ce point, une petite aparté. Il y a aussi énormément de gens qui crient au scam parce qu'ils ont rien compris au produit qu'ils viennent d'acheter. Je m'explique. Il y a des gens qui vont acheter une formation sur Internet, qui vont la lire en 30 minutes. Ils vont regarder toutes les vidéos en x2. Ils vont mettre aucune démarche en place. Ils vont rien faire. Ils auront évidemment 0 résultat. Et ces gens-là vont te dire, ah, je me suis fait arnaquer. Non, je t'ai pas fait arnaquer. T'as juste fait n'importe quoi, tu vois. Okay. C'est comme si tu payes ton école de commerce. Il y a des mecs qui achètent des écoles de commerce, qui payent des écoles de commerce des 20, 30 000 euros l'année. Les gars, à la fin, ils fument des joints et ils viennent pas en cours. Bah oui, bah c'est pareil. Tu t'es pas fait arnaquer par l'école, t'as juste pas mis l'effort qu'il faut, tu vois. Après, il faut s'adapter à son public, tu vois. Tu parles des écoles de co. Tu peux t'appeler Baptiste, tu peux t'appeler Andrew. Ça se trouve, la façon dont on va t'inculquer certaines choses, ça va pas marcher pour toi, tu vois. Et c'est là où les formations, et j'aimerais que tu nous fasses un retour, toi qui as déjà t'as déjà eu des formations et t'en as déjà appris. Comment t'assimiles les formations? Parce que moi, personnellement, je l'avoue, j'ai jamais acheté aucune formation. Je suis sur 3 ans sans formation, c'est mon record. Donc peut-être qu'un jour je me lancerai, parce que pour l'instant, je suis pas encore adepte de me dire, vas-y, je vais lâcher 60 € pour qu'un mec, il me réapprenne ce que je peux avoir vu sur un site comme BPI France, par exemple. Donc explique-nous ton retour d'utilisateur sur les formations. Ok. Je vous fais un léger background. En gros, si vous voulez, j'avais besoin d'argent l'année dernière et je me suis développé dans l'activité qu'on appelle le closing. Donc, en gros, je vendais des formations en ligne et j'avais acheté une formation justement pour apprendre à faire ça. Ça m'a fait pas mal d'argent et c'était pas mal parce que j'avais besoin d'argent pour réaliser des projets que je suis en train de faire maintenant. Mon expérience par rapport à ça, c'est que il y a des formations qui sont complètement inutiles sur Internet, que vous devez éviter. Et il y a des formations qui peuvent changer votre vie, que vous devez viser. Ok. Et comment on fait la différence? Exactement. Comment tu fais la différence? En fait, c'est comme tout, tu vois. C'est comme tout. C'est comme n'importe quoi. C'est comme quand t'es sur le bon coin et que tu vois une BM. Il y a 2 BM qui auront le même prix, sauf qu'il y en a une qui a été accidentée, elle est souillée, tu vas perdre de l'argent dessus. Et il y a une BM qui va faire que de côté et de monter, tu vois. Et en fait, c'est comme tout, quand tu prends, quand tu donnes ton argent à quelqu'un d'indépendant qui a lancé un produit, faut te renseigner un peu à l'avance. Faut te renseigner sur le gars, faut te renseigner sur sa formation, faut regarder le contenu sur Internet pour voir si t'es capable de trouver du contenu toi-même ou si t'as vraiment besoin de la payer cette formation. Comme tu disais, une formation à 60 €, et si tu peux regarder 4 vidéos YouTube et avoir les mêmes infos, ça sert à rien d'apprendre. Moi, tu vois, par exemple, la formation que j'ai pris pour devenir closer à ce moment-là, je pouvais trouver ça nulle part ailleurs. J'ai appris des choses dans cette formation qui m'ont aidé dans ma vie de tous les jours. Ok, du coup, frérot, moi, j'aimerais te poser la question, donc, sur la légitimité des entrepreneurs. Je vais te donner un exemple tout con. Moi, j'ai fait de la vente, tu vois, je sais vendre des vêtements, des produits, des trucs, ceci, cela. Est-ce que moi, avec mes quelques années d'expérience en vente, si je me lance en tant qu'entrepreneur, est-ce que j'ai la légitimité de créer une formation sur comment être un bon vendeur? Et un mec comme toi qui veut donc acheter ma formation, comment il peut vérifier cette légitimité envers ce que je lui propose? En fait, en France, il y a pas de restriction sur le coaching, du moment que tu touches pas à la santé, tout ça, tu vois. Ok. Donc en fait, tu peux complètement le faire. Après, là, formation en tant que vendeur, il y en a tellement beaucoup que notre valeur ajoutée à notre niveau, c'est un peu l'exemple de con, tu vois, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en gros, oui, tu peux absolument le faire. Tu peux absolument le faire.
et lancer ta formation comment devenir vendeur. Imaginons que c'est quelque chose qui est pas beaucoup sur Internet. Tu fais ta formation sur comment être un bon vendeur, comment être efficace et tout. Oui, bien sûr, tu peux. Bon, après, si je devais le faire un jour, je le ferais pas de manière très basique, tu sais, je le ferais en mode comment devenir un vendeur wavy, tu vois. Je donnerais des tips Oui, un peu décalés, un peu, voilà, un peu différents. Et maintenant, ça me pose la je question, comprends. donc, est-ce que tous les entrepreneurs doivent être légitimes par rapport à ce qu'ils produisent? C'est-à-dire que, pour créer de la valeur à quelqu'un, est-ce que faut soi-même, par exemple, déjà avoir réussi? Un mec qui te vend une formation sur comment rendre ta marque inoubliable, est-ce que pour qu'il soit légitime, faut qu'il ait déjà une marque inoubliable? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le coacheur, en fait, doit avoir déjà des résultats En fait, euh, avant de vendre? Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai écouté un podcast il y a pas c'est des vraies longtemps. questions, hein. Moi, je me pose souvent la question J'ai sur ça. j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps d'un mec qui est justement entrepreneur et qui disait mais putain les gars, par pitié, les gens qui lancent des formations et des coachings, mais faites quelque chose dans votre vie avant de le faire. Et je te jure, mais parce que en fait, il y a des mecs actuellement de 16 ans qui lancent des coachings. Mais mec, enfin, t'as 16 ans, enfin apprends des trucs et après fais un coaching, tu vois. Ok, Et en coaching. fait, Comment faire le backdash sur Fortnite? je te jure, c'est à ce niveau-là quoi. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait des mecs grave jeunes qui veulent se lancer et tout machin. Mais c'est vrai qu'en fait, même moi, je commençais, ça me donnait envie, tu vois, j'avais envie de lancer des formations et tout machin. Et en fait, je me suis dit, ce business-là de formation, il est génial. Mais pour avoir un marché où la valeur fait que augmenter, au lieu d'avoir un marché où la valeur elle descend, comme par exemple en ce moment où elle descend pas mal, eh ben, il faut vivre la vie, vivre des expériences, se former soi-même sur des choses, et une fois que t'as récolté pas mal d'expérience, là tu le fais, tu vois. Par Ok. exemple, moi j'ai comme projet de voyager beaucoup, de m'expatrier, de développer beaucoup de choses grâce à ça. Et ben peut-être qu'un jour je ferai une formation sur comment s'expatrier en tant que jeune étudiant français, tu vois. Moi j'ai déjà vendu des formations avec un infopreneur qui vendait des formations sur comment s'expatrier. Sa formation a été géniale, elle a changé la vie de beaucoup de personnes. Euh, mais moi, je pourrais pas le faire maintenant, actuellement, avec mes connaissances que j'ai, tu vois. Il Ok, je faut capte. vivre le truc, le faire de A à Z, terminer, faire un retour sur expérience, et après, tu Et peux te après, permettre de vouloir l'apprendre aux gens. et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai le premier chiffre là de l'épisode. L'âge moyen des créateurs d'entreprises en France et les entrepreneurs, c'est 36 ans. Ça veut dire que globalement, pour qu'un mec puisse entreprendre, vendre des choses, faut qu'il ait expérimenté déjà sur une bonne période, parce que 36 ans, t'es pas vieux, Ouais, mais t'as quand même un c'est peu quasiment la d'expérience, tu vois. quarantaine. Ouais, tu vois, donc Bah ouais. et c'est un chiffre de 2022 qui a pas encore été mis à jour. Il vient de l'INSEE. On mettra les sources dans les descriptions d'épisodes. Et Oui, moi, tu vois, je pensais qu'avec les tendances actuelles, c'était beaucoup moins que ça. Parce que vraiment, je vois des gens. La personne la plus jeune que j'ai vue se lancer dans l'entrepreneuriat, elle avait 14 ans, mec. Ah ouais. 14 ans. Et il y a un truc qui nous fait nous dire que la génération dont on est issu, on est presque limite tous amenés à être entrepreneurs, si tu regardes bien. Il y a tellement de gens Alors autour de ça, nous qui se lancent. Est-ce que oui. c'est pas une pression qui commence à Alors, se mettre oui, du coup sur mais nous? alors là, ça, tu sais quoi? On va en reparler un peu plus tard dans l'épisode. Ok, Moi, let's go. je suis pas du tout d'accord avec ça. On en reparle après. Juste Ok. un petit truc, c'est un truc de malade. À quel point, avec le monde de maintenant, comme on est connecté, les réseaux et trucs comme ça, les mecs vraiment qui ont profondément du talent, genre qui naissent avec la fibre entrepreneuriale, sont faits pour ça et tout, des petits jeunes comme ça. Mais les mecs, mais ils peuvent devenir millionnaires avant leurs 18 ans, hein, ces gars-là. Genre, c'est tellement facile pour eux. Et tant On est mieux. tellement connectés. Ah, mais bien sûr. Mais on est tellement tous interconnectés. On est tellement, enfin, il y a des mecs qui naissent, ils vivent 10, 12 ans, ils captent un espèce d'algorithme dans la vie. Ils disent, OK, si je fais ça, 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 comme ça, l'argent, il rentre. Boum, les mecs, ils le font pas rentrer. Et je veux Mais dire, il y a des gars qui ont vraiment une fibre. Et ça, c'est vraiment, ça s'apprend pas, tu vois. C'est des gars, ils ont le sixième sens, tu vois. c'est un talent. C'est, c'est- Et ces gars-là, ils ont 15 ans et ils te font des 10, 15, 20, 30 cas par mois. Ça rend fou certaines personnes, mais moi, je trouve ça génial. Enfin, les mecs, enfin, Ouais. chapeau, quoi, tu vois. Justement, tu l'as dit, ça rend fou des gens, alors que je trouve que c'est limite l'une des meilleures choses qui existent dans la génération actuelle.
C'est-à-dire que maintenant, les moyens conventionnels de base qu'on avait avant pour faire de l'oseille, c'est pas has-been, mais il y en a tellement d'autres. Et maintenant, on peut tous faire quelque chose. Vraiment, on peut tous faire quelque chose. Quel que soit ton niveau d'études. En fait, faut se lancer, faut essayer. Après, tout le monde n'est pas fait non plus pour l'entrepreneuriat, faut doser. Mais on y reviendra, je pense, plus tard. T'as dû le prévoir dans le script. Mais on va y revenir. être entrepreneur, c'est devenu beaucoup plus simple. Et je pense encore qu'à l'avenir, ça sera encore plus simple. Donc, limite, si vous avez des idées, attendez peut-être un peu les gens. Mais ça, on va en reparler, je pense. Ouais, mais big up à ces mecs-là. Question pour toi. Est-ce que toi, tu te considères entrepreneur? Ah là là, businessman, tu connais. Non, honnêtement, je me considère entrepreneur depuis le Wavy Podcast. Parce que je suis un mec qui fait beaucoup attention au process et aux démarches. C'est-à-dire que quand on a essayé de monter ce podcast que vous écoutez aujourd'hui, on l'a vraiment réfléchi entreprise. On l'a réfléchi comme si on était dans un bureau à Atlanta, au 87e étage, et qu'il y avait des investisseurs avec nous. Donc, c'est vrai. Vu tout ce qu'on a mis en place, le temps qu'on a mis, les ressources qu'on y a mis, je me considère entrepreneur, en tout cas depuis le Wavy Podcast. Avant ça, j'avais rien créé de concret, si tu veux. Donc, et j'ai pas non plus de business à côté, de formation, de ceci, de cela. Donc, le Wavy Podcast, c'est vraiment pour moi, pour ma part en tout cas. Je sais que toi, t'en avais déjà avant. Mais la première démarche entrepreneuriale réelle. Voilà. Aujourd'hui, on va pas leak les infos sur le podcast, mais on touche pas d'argent. Donc, par contre, je pense qu'on va apporter de la valeur. Et ça va être le cas, j'espère, avec cet épisode, avec le premier épisode également, et ceux qui vont suivre. Mais ouais, depuis le podcast, Wavy Apply entrepreneur, tu connais. Ok, donc là, tu te considères 200% entrepreneur, quoi. Ouais, pour toi, t'es un entrepreneur. Ouais, je pense là. Et tu vois, c'est là où on retrouve le truc, c'est qu'en gros, tu veux lancer une organisation qui peut avoir un but lucratif parce que on peut faire de l'argent grâce au podcast. For real. Et on apporte de la valeur aux gens. Parce que le gars qui est chez lui, qui est tout seul, qui a besoin de parler, qui a besoin de sortir, ou par exemple qui est timide et cause pas, et qui écoute le podcast et il sent mieux, ou le gars qui a simplement envie de se divertir pendant une grosse session où il va être en voiture, il peut, voilà, en fait t'apportes de la valeur aux gens grâce à une organisation que t'as montée et un produit que tu proposes. Moi, j'aime énormément cet état d'esprit d'entrepreneur. T'avoue qu'il m'a toujours accompagné toute ma vie parce qu'en fait, mon père est entrepreneur, son père était entrepreneur, le père de son père était entrepreneur, etc. Son père avant lui encore était entrepreneur. Voilà, bah après, ça remonte pas très loin, je connais pas tout, voilà, mais je sais que sur 3-4 générations, ça a toujours été entrepreneur et j'ai toujours baigné dans cette culture. Et qu'est-ce que j'appelle cette culture? C'est en gros, c'est une espèce de valeur de tu fais les choses toi-même, tu trouves les réponses à tes questions toi-même, t'es indépendant dans ce que tu crées et tes résultats, donc tu t'attends pas que les autres fassent les choses à ta place et tu les fais. Et surtout, tu regardes le monde autour de toi et tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que la personne qui me parle, pourquoi ils me disent telle ou telle chose? Et en fait, ouais, j'ai toujours baigné dans ce truc-là d'entrepreneur. Pourquoi j'assimile toutes les phrases que je viens de dire à l'entrepreneuriat? Parce que c'est les questions que tu te poses quand t'es dans un marché, en fait, quand t'es entrepreneur. Et en fait, quand tu te poses ces questions-là dans un marché, tu te poses ces questions-là dans la vie. Et c'est un espèce de mindset que tout le monde n'a pas. Et que c'est pas grave du tout de pas l'avoir. Parce que c'est important de faire les choses à votre manière. Moi, je considère que cette chose-là, enfin, ces questions-là, cette façon de voir la vie, lancer des trucs où je dépends des résultats, où il y a pas de parachute, où c'est moi contre le monde, entre guillemets, c'est ma façon de voir la vie et c'est ce que j'aime faire. Et je dis ça pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont un mindset de salarié. Il y a des gens qui ont un mindset qui ont besoin d'être en équipe, de monter leur équipe ensemble, d'être supervisés, qu'on leur dise fais tel ou tel objectif et ils vont le faire hyper bien. Il y a des gens qui sont faits pour être des seconds. Je m'explique. Par exemple, il y a des gens qui sont faits pour être Chris Brown, et il y a des gens qui sont faits pour être le manager de Chris Brown, tu vois. Genre Chris Brown, c'est l'entrepreneur, le manager de Chris Brown, c'est le salarié, tu vois. Et il y a encore une troisième catégorie, il y a les gens qui sont faits pour être fonctionnaires. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont faits pour donner leur temps, leur donner leur temps,
à une organisation, genre à l'État. Le mec qui naît et qui a pas envie d'être Chris Brown, qui a pas envie d'être le manager de Chris Brown, mais qui a envie d'être le policier qui va aller sauver Chris Brown, ou l'arrêter, en général c'est plutôt ça. Tu vois, il y a des... En fait, il y a 3 types de personnes. Il y a vraiment... Putain, je suis vraiment content de cette métaphore. Ta gueule, le chien. Il y a le chien qui a... RIP les chiens. Ouais, putain, j'ai envie de le tuer, je te jure. Mais voilà, mais il y a pas d'âge non plus pour entreprendre. On est d'accord, parce que bon, nous on est. Il y a pas d'âge, oui. On est jeunes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, moyenne d'âge 36 ans. C'est-à-dire que là aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ils ont entre 18 et 65 ans. Si vous avez 55 ans, c'est pas grave. Entreprenez. Si vous avez une idée, faites-le. Alors. Et je rebondis sur ce que tu dis. Je rebondis sur ce que tu dis. Même si t'as pas un mindset de manager, de directeur vraiment physique d'un projet, tu peux entreprendre et déléguer. Aujourd'hui, c'est possible de se lancer, même en intra-entrepreneuriat, donc dans une entreprise, entreprendre de son côté et tout. Il y a des possibilités de fou furieux. Donc, quel que soit, je pense, le profil de personne, il y a des choses qui sont accessibles, tu vois. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, voilà, là, attention. Et je te dis, là, on dirait que t'essayes de dire que n'importe qui peut être entrepreneur et tout, machin. T'es pas obligé d'être entrepreneur, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en gros... Oui, ça on est d'accord, ok. T'es pas obligé. En gros, dans la vie, c'est pas... parce qu'il y en a beaucoup qui sont là en mode, maintenant, t'es obligé d'être entrepreneur. Non, il faut de tout dans la vie. C'est là où je te dis, je suis vraiment fier de ma métaphore. C'est que il y a des gens, c'est des Chris Brown, il y a des gens, c'est des managers de Chris Brown, et il y a des gens, c'est des policiers ou des infirmiers ou machin, tu vois. Et ça, c'est inné en général chez toi. C'est vraiment un truc que t'as au fond de toi. Il faut que t'arrives à le définir. Et après, il n'y a pas de mal à tester les 3 pour savoir lequel t'es. Si vraiment t'arrives pas à savoir qu'est-ce que t'es, et ben va travailler un jour à la mairie, va lancer ton entreprise et va être salarié à la banque. Fais les 3 et tu verras ce que tu kiffes le plus. Tu vois. Mais aujourd'hui, il y a une pression sociale. Tu veux un autre chiffre? Ok. Vas-y, envoie des stats. En 2022, il y a 1 072 000 entreprises qui ont été créées en France. Oui. Bon, dont 65% de micro-entreprises, donc de petites structures, entre guillemets. Mais ça veut dire que il y a forcément un mec dans votre entourage proche qui a déjà essayé de lancer un business. Plus l'essor des réseaux sociaux, ça veut dire que 85% du temps, vous allez croiser des entrepreneurs qui essaient de faire leur pub, qui essaient de monter leur business, qui essaient de faire ci, qui essaient de faire ça. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, t'es un mec qui fait rien, et tu sais pas, par exemple, si t'es le manager de Chris Brown, ou un mec qui fait le truc de Chris Brown, bah, t'as une pression sociale de ton environnement qui va te pousser à te poser une question qui est, ah, mais est-ce que même si je suis pas fait pour ça, est-ce que je devrais pas quand même me jeter sur l'entrepreneuriat? Et c'est aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant d'en parler. Parce que moi, je t'avoue, je l'ai ressenti. C'est-à-dire que, avant le Wavy Podcast, moi, j'étais toujours été quelqu'un de sérieux, donc j'ai toujours quelque chose à faire dans ma vie, j'ai toujours eu un taf, tu sais, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais j'ai eu cette pression en mode, putain, gros, tout le monde fait un truc, et toi, t'es là. Et je pense pas que moi, je vais créer une multinationale avec mes idées. C'est pas le but. Mais, avec les quelques idées que j'ai, eh ben, je me suis dit, ok, on va faire un podcast. Alors, même si vous entreprenez pas dans le but d'être rentable, peut-être entreprendre pour augmenter votre valeur personnelle, vos connaissances, vos compétences. Et entreprendre, c'est pas que être profitable, c'est-à-dire générer de l'argent. Donc, combattez peut-être la pression sociale, si vous la ressentez. Et je pense que quelques-uns d'entre vous, ou peut-être pas, hein, ont été dans la même situation que moi. Peut-être créer pour votre bien personnel et pas forcément pour générer du profit. Exactement. Autre chose, c'est que, ne lancez pas quelque chose parce que vous sentez que la société vous pousse à le faire. Lancez quelque chose si vous pensez que c'est bien et c'est ce que vous avez envie au fond de vous. Et si vous avez pas envie de lancer quelque chose et que vous êtes bien dans votre taf de salarié actuel, mais les gars, restez et développez-vous. Et il y a un truc que les gens oublient, c'est qu'il y a des salariés à Wall Street, des traders de Wall Street qui sont donc bien des salariés qui gagnent 50 fois ce que fait l'entrepreneur de votre ville. Ok, donc c'est pas juste t'es entrepreneur, tu veux être riche. Si tu veux être riche, tu peux très bien devenir riche en étant salarié. Alors,
Je pense perso que c'est plus compliqué. C'est plus Je dur, pense oui. perso que c'est plus compliqué. Un peu Si jamais, plus. demain, si tu dis t'as 1 an pour faire 1 million et tu peux devenir fonctionnaire, salarié ou entrepreneur, mieux vaut prendre la classe de départ entrepreneur. Mais La métaphore c'est- Elden Ring, là. t'as vu ou pas? Tu sais, tu pars Je suis avec bon, hein. Ouais. L'arme, mais c'est aujourd'hui, je suis vraiment bon en métaphore. Les sorts, Tu sais, au début, c'est... tu pars avec 3 points de stats, prise de risque, tu vois, ce genre de trucs-là. Et tu sais, la stat que t'as pu Non, développer, mais- c'est dégâts de chute. Oh, elle est trop bien, celle-là! Elle est trop bien! Quand t'es entrepreneur, t'as pas de dégâts de chute. Putain, c'est trop bien, ça. Ah, putain, génial. On va créer un jeu. Génial. Bon, Elden, bon, l'entrepreneur. on s'est éparpillé. Je vais encore recevoir des messages. Ah, vous vous éparpillez trop, les gars. Ouais, Baptiste, reste dans le script, s'il te plaît. Bon, ok. Donc, toi, tu te considères comme étant entrepreneur. Moi aussi, je me considère comme étant entrepreneur. J'ai un truc à rajouter, Petite frérot. aparté. Je fais juste une petite aparté et comme ça tu pourras continuer. Bon, c'est pas Dis-moi. pour conclure, hein, c'est juste pour dire que voilà, je suis en train de défendre depuis tout à l'heure les salariés et les fonctionnaires et je dis on est tous les deux entrepreneurs. Donc je vais quand même prendre des exemples de salariés que j'ai autour de moi qui sont, je trouve, excellents et des fonctionnaires. Je vais vous donner quelques exemples de pourquoi tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Moi, je connais des gens autour de moi qui sont certains en alternance et d'autres qui ont juste des postes en tant que salariés normaux et qui sont des vraies plus-values à la société. Je m'explique, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont même seulement alternants, qui produisent un travail qui est excellent dans leur entreprise, qui sont hyper respectés, qui font des contacts, qui sont connus autour d'eux, qui font parler d'eux et ils ont pas besoin d'être entrepreneurs pour ça. Ils sont juste salariés. Et ils vont sûrement avoir des putains de carrières où ils vont se développer, grandir et avoir des postes excellents, en fait. Et ça, On devrait. c'est primordial à la société. Deuxième chose, Abla, il est chez lui, là. S'il y a quelqu'un, s'il y a à la maison qui se met à cramer et à prendre feu, première personne qui va appeler, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un salarié, c'est un fonctionnaire, les gars, c'est un pompier. Donc, juste, être entrepreneur, c'est génial quand t'as la fibre en toi. Mais sachez qu'il y a des salariés et des fonctionnaires qui sont absolument géniaux et que faut arrêter ce truc de tout le monde doit devenir entrepreneur. Vas-y, Ablaï, je te laisse reprendre. Je te laisse même parler un peu 2 minutes. Je vais me quitter, faut que je bouge un truc, j'arrive. Oui, donc il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui deviendront entrepreneurs via tout simplement leur destin. C'est-à-dire que demain vous êtes dans une boîte gérée par quelqu'un, il veut lâcher la boîte, il est trop vieux, ceci, cela. Peut-être qu'un jour vous serez amené par exemple à reprendre une boîte, et ça aussi c'est de l'entrepreneuriat. La reprise d'entreprise, c'est développer de nouvelles stratégies, changer peut-être des choses qui n'avaient pas été changées depuis longtemps. Et ça c'est de l'entrepreneuriat, même si c'est une porte d'entrée, un tunnel d'entrée, un accès qui est totalement différent. Donc je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi quelque chose qui peut tomber tout simplement dans vos vies. Donc ne pas vous mettre la pression sur quand est-ce que je vais devenir entrepreneur. Et l'entrepreneuriat c'est quelque chose aussi je pense qui va dépendre des compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, posez-vous la question de qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que c'est transposable à l'entrepreneuriat, que ce soit via une entreprise, que ce soit via du service, que ce soit via du freelance, n'importe quoi. Posez-vous la question. Et là je vais poser une question à Baptiste. Je t'écoute. Est-ce qu'on peut considérer la musique comme de l'entrepreneuriat? Est-ce que la musique apporte de la valeur aux gens? Moi, j'ai mon avis, mais donne-moi le tien. Moi, j'ai un avis. J'espère qu'on n'a pas le même. On verra. En fait, pour moi, quand tu es indépendant dans la musique, t'es entrepreneur. Et le moment où tu signes avec un label, tu deviens un salarié. Pourquoi? Parce que quand t'es indépendant, tu dépends de ta musique, tu crées de la valeur aux autres avec ta musique et elle te revient. C'est la tienne. Quand tu signes avec un label, pour certains contrats, pas pour tous les contrats, mais t'es signé à la production. Donc en gros, t'es signé aux morceaux que tu sors ou aux albums que tu sors. Et à partir de ce moment-là, tu sors un album, c'est pas toi qui décides de sortir un album. Tu sors un album parce que c'est ton boss qui t'a dit sors un album. Ok. Et donc pour moi, tu deviens un salarié. Et mais tu vois, encore une fois, c'est pour dire qu'il y a des salariés qui sont excellents parce qu'il y a des albums sortis sur label qui sont légendaires. Mais pour moi, t'es indépendant quand t'es entrepreneur. Par exemple,
t'es indépendant, pardon, quand t'es pas sous label, comme par exemple Tory Lanez, et qui a fait toute sa carrière en indépendant. Et quand tu signes dans un label, je sais pas, qui signe dans un genre Party Next Door quand il a signé à OVO. À OVO ou Eh Hamza ben, avec Rec 118. exactement. Et ben là, tu deviens un salarié parce que t'es. Donc, il y a des hauts et des bas. Des fois, ça enlève un peu d'authenticité, mais par contre, ça permet des productions à plus haut chiffre. Mm. Donc, c'est des choix à faire. Ça, c'est un sujet pour un autre podcast, de toute façon. Ok, stylé. Eh bien, j'ai à peu près le même avis, même si je différencierais quand même la production de la distribution. Pour moi, si t'es signé en distri, tu restes entrepreneur, vu que tes sons t'appartiennent, tes droits t'appartiennent, ils s'occupent juste vraiment de la distribution, que ce soit sur les plateformes, les disques, etc., etc. Et oui, pour moi, la musique, c'est l'entrepreneuriat parce que t'apportes de la valeur. Et pour moi, la valeur, c'est pas forcément que financier, ça peut être émotionnel. Donc, moi, il y a des sons que j'ai écoutés dans ma vie. Voilà, je les réécoute, ça m'apporte de la valeur. Par exemple, rien que le fait de me lever le matin et d'écouter le son et de me sentir motivé ou d'avoir envie de step up grâce à ce son, c'est de la valeur. Donc, pour moi, la musique, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, voilà, la musique, c'est un tout autre business et je pense qu'il y a carrément même plusieurs épisodes, je pense, de podcast à faire sur l'industrie de la musique et on verra plus tard. Mais globalement, on a le même avis. Ok, lourd. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions si jamais vous avez des idées d'épisodes. Je le répéterai jamais assez. Si vous avez des thèmes, des idées d'épisodes ou quoi que ce soit, même des trucs nuls, que vous considérez nuls ou mais juste qui vous intéresseraient, envoyez-nous ça en DM, sur les réseaux ou dans les commentaires des podcasts. On sera ravis de les prendre en compte. Et n'oubliez pas, ce podcast, plus vous interagissez avec, plus vous l'aimerez parce que plus il vous ressemblera. Puis on écoute énormément ce que les gens nous disent. Ok, on va passer à une prochaine partie. On va parler de la médiatisation du mouvement de l'entrepreneuriat. Cette médiatisation, elle est quand même bien forte maintenant depuis quelques années. Déjà, faut dire ce qui est. Être entrepreneur, c'est devenu à la mode. Oui, faut dire ce qui est. On l'a dit en intro, c'est sexy. C'est sexy, c'est à la mode. Tu vas voir une fille. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. C'est stylé. Voilà. On va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Bon. Par contre, il y a dire que t'es entrepreneur et il y a être entrepreneur. Genre, c'est-à-dire que t'auras le gars qui va dire, ouais, je suis entrepreneur. Je vends des saps sur Vinted, tu vois, genre. Là, tu vas faire en mode tismé sucré, là. Ouais, je suis entrepreneur. Ça, vous voyez, c'est à force de traîner les câbles. Après, vous parlez comme ça. Non, mais le mec qui va dire à une meuf, ouais, je suis entrepreneur, mais le gars rien entrepreneur, tu vois. C'est juste, c'est devenu, je sais pas, c'est devenu sexy dans l'image des gens. Enfin, les gars, moi, mon père, il était entrepreneur depuis les années 80. Dans les années 80, et c'était pas sexy de dire ça. Hein. Enfin. Les femmes, elles cherchaient un mec qui avait un poste tranquille, posé à la banque, qui avait des responsabilités, qui était en train de monter dans l'échelle sociale. Quand t'étais là, tu disais, ouais, je suis entrepreneur, je tiens un garage. Mon gars, on te disait, ouais, c'est bon, toi, vas-y. C'est bon, c'est marrant. C'est bon, vas-y, va vendre des Clio 2, là, arrête de nous faire chier. Après, je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup assimilé à la rentabilité. Aujourd'hui, un entrepreneur qui va te dire, ouais, je fais 1002, on va lui dire, putain, mec, c'est de la merde ton truc, tu vois. Genre, parce que c'est la méta. Être entrepreneur, oui. C'est la méta. En 2024, être entrepreneur, ça paye. Faut dire ce qui est. Si tu joues bien, que tu te poses et que t'es bon, ça paye. Dommage, j'ai pas de stats. Mais quand tu vois que la majorité, ils ferment leur entreprise 6 mois après, je peux te dire qu'il y en a, allez, je retrouverai le chiffre, mais on va dire 60%. Bon. Ah, Blake, t'as pas besoin de retrouver le chiffre. T'as pas besoin de retrouver les chiffres parce que je suis un mec qui a hyper bien préparé ce podcast. Et j'ai le chiffre que tu cherches. Let's go. Je l'ai, elle est juste là devant moi. Elle vient de la Chambre des commerces internationales. Ok les gars? Ok, écoutez bien. Si on fait une moyenne sur toutes les chambres des commerces d'Amérique du Nord et d'Europe, sans compter les UK, parce que les UK ils sont sortis d'Europe et ils veulent pas donner les stats, ces enfoirés. 2 entreprises sur 3 sont considérées comme inactives ou vendues seulement 1 an après leur création. Les gars, c'est le chiffre le plus crazy qu'on a donné dans cet épisode.
66% en gros des entreprises qui sont créées aux US ou en Europe sont considérées comme inactives ou vendues 1 an après leur création. Est-ce que chiffre, vous vous rendez compte? Ouais, le chiffre est cataclysmique, hein, c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'entreprises qu'ils ont créées et qui vont à la poubelle? Enfin, après, attention. Ou vendu. Il y a par des exemple, reprises. voilà, vendu. Il y a des mecs comme Bernard Tapie qui ont fait que de reprendre des entreprises comme ça, tu vois, qui étaient en perdition et qui en ont fait des trucs de fou. Ok? Donc attention. C'est pas grave. Dans ces entreprises-là, on va dire sur les 66%, et ben au final, il y a peut-être que 50% qui vont à la poubelle. Mais ça reste 50%, les gars, qui vont à la poubelle. En gros, ça veut dire, vous avez 2 chances sur 3 en vous lançant en tant qu'entrepreneur de pas réussir. Dans une stratégie. Ça veut pas dire que si vous en faites une autre, vous réussirez pas, mais ça veut dire que, quoi que vous lanciez, ça marchera pas à tous les coups, ou alors ça prendra du temps. Et il y a beaucoup de chances que vous laissiez tomber moins d'1 an après la création du bordel. Donc, non, le chiffre, et en fait, c'est quelque chose qui me rassure un petit peu. Pourquoi est-ce que ça me rassure? Ça me rassure parce que cette médiatisation, on se rend compte que ça donne énormément envie aux gens de se lancer, d'où ce chiffre-là. Mais en fait, si t'as pas le truc, tu vois. Si t'as pas la rigueur de travail, si tu te lances juste pour dire à la meuf en date, je suis entrepreneur, tu vas sûrement pas réussir. Donc au final, que ce soit médiatisé à ce point-là, bah les mecs qui font du contenu là-dessus, ils font de l'oseille, good. Mais c'est pas pour ça que les marchés vont être surchargés, hein. Parce qu'on se rend compte que les marchés, ils font leurs filtres eux-mêmes, hein, tout seuls. Et les gens, ils partent très vite quand même. Donc par rapport à cette médiatisation, en tout cas, ça surchargera pas vraiment les marchés. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parle-nous-en un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses de cette médiatisation? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que par rapport à ça, il y a une pression sociale qui se met en route. Et pour certains, ce sera tant mieux, puisque ça va les pousser à lancer ce qu'ils ont toujours eu envie de faire et qu'ils ont jamais eu le courage, peut-être, de le faire. Et pour d'autres, ils vont se sentir peut-être mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passe. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des personnes qui entreprennent, ça va être soit des vendeurs de formation, beaucoup de freelance aussi, on n'en parle pas assez d'eux, tu vois. Et ces gens-là, c'est des gens qui vont faire du profit correct, mais qui vont pas stater, quoi. C'est-à-dire qu'un freelance, il peut faire, 2000 net, 2005, mais il ira jamais au-delà, il aura jamais une équipe derrière lui, et pour ce mec-là, ça se passera très bien. C'est-à-dire que ce mec-là, vous entendrez parler de lui que sur les réseaux sociaux, par exemple. Je suis pas d'accord. Peut-être que tu veux pas ton avis, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en gros, voilà, vous pouvez créer quelque chose, et il y a des entreprises qui marchent, mais qui sont des petites entreprises, c'est des micro-entreprises, des gens qui font du graphisme, par exemple, dans leur coin, ils ont 4, 5, 6 clients par mois, t'entendras parler d'eux une fois, entre 2 stories Instagram, et voilà, donc bon, mais dis-moi pourquoi t'es pas d'accord, frérot. Non, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Non, en vrai, je suis pas d'accord parce que je sais qu'il y a des freelances qui peuvent vraiment chiffrer quand ils ont une mécanique bien huilée. Voilà, mais moi je parle au global, tu vois. Le jour, tu vois, j'étais sur Fiverr parce qu'en fait, j'ai un projet de vidéo YouTube à sortir et je cherchais un mec pour faire mes intros. Donc j'étais allé sur Fiverr, qui est un site de freelance justement où tu peux payer des gens pour faire des trucs comme ça. Il y a un mec qui vend des systèmes de montage 50 balles, hein, son service à 50 balles. Il était à 5000 ventes. J'ai fait mon calcul, j'ai pété un câble sur le chiffre d'affaires que le mec s'était fait avec Fiverr. Et je sais que Fiverr te taxe à 5%, mais le chiffre était quand même crazy, tu vois. Tu fais 50 fois 5000, ça fait 250 000. Tu fais 5% le mec sur le tout, ça fait quelques milliers d'euros, je pense. Ouais. Donc c'est rien par rapport à 250 000. Ouais, mais du coup, si ce gars-là, il a enregistré en tant que micro-entreprise, il y en a encore qui part derrière. Ou alors il l'a fait à l'ancienne. Et comment c'est tracé, ça? Fiverr. En gros, le mec qui vend le système de montage là, s'il a enregistré en tant que micro-entreprise ou je ne sais quoi d'autre, vu que c'est peut-être un Américain, bah techniquement l'État il déclare les sous, tu vois, qu'il gagne. Donc peut-être qu'on lui en prend derrière aussi. Bon, après, ça reste rentable, hein. Je pense que ça reste rentable, hein. Mais je pense que c'est le même principe qu'avec genre un Patreon, hein.
l'argent, tu le gagnes, point barre, hein. Et après, quand t'en gagnes trop, faut que tu le déclares, oui, mais... Bah, là, vu ce qu'il gagne, je pense qu'il a déclaré quand même. Moi, demain, on gagne 1000 balles avec le podcast, je le déclare, hein. J'ai pas de problème, frère. Bon, il va s'en passer du temps jusqu'à ce qu'on soit rentable, mais... Il s'est pris une pression de table, là. Ah, je te déclare. Je te promets, je le déclare. Ah non, le podcast, non, on va essayer de faire ça dans la légalité, mais... Et gros, on va devoir leur donner 600 balles après sur les 1000, ça déclare pas ça tout de suite. Ah, tu sais que les gens, ils vont penser qu'on est archi rentable et... Un épisode, 3000 euros. Alors que... épisode 1 de tournée, si vous saviez l'oseille qu'on s'est fait, les gars. Oh là là. Le Patreon, il a ah ouais, on s'est fait très exactement 2,69 €. 15 857 €. Voilà, je préfère donner les vrais stats. 15 000 K, les gars. 15 K tout court, en fait. 15 000 D'ailleurs, si vous voulez lancer des podcasts, prenez notre formation, comment faire un podcast. Une formation complète. Ok, là, on va recentrer avant qu'on se fasse insulter. On va recentrer la discussion. Je sais pas si t'as remarqué à quel point, dans les ads, et les ads, je vais m'expliquer sur ce que c'est après, les pubs d'entrepreneuriat, mais comment c'est blindé, comment c'est puissant. Les ads, qu'est-ce que c'est? C'est les YouTube ads, Facebook ads et tout. En fait, c'est les publicités que vous allez retrouver sur ces plateformes-là. Est-ce que vous êtes jamais tombé sur la pub d'Oussama Hamar qui vous vend une formation sur l'IA? Mais les mecs ont mis un budget ads là-dedans et c'est rentable de ouf, hein. Enfin, je pense que c'est pas nouveau de savoir que la formation de Yomi Denzel, elle est rentable pour lui. Le frérot, il s'est fait d'oseille, il avait déclaré, il faisait 1,5 million par mois grâce à ça, 1,5 million par mois grâce à ça. C'est des chiffres, c'est Alex Hormozy, hein, qui fait ça aux US, hein. Alex Hormozy, c'est un des plus grands vendeurs de formation américains. 1,5 million par mois, c'est ou 1,2 million, je crois. Je crois qu'Hormozy fait 1,5 million et lui il était 1,2 million, ce qui est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'est puissant, les gars. C'est puissant. On se rend pas compte. Et les gars, on voyait leur tête sur les ads YouTube, Insta, LinkedIn, partout. Ouais, et on s'est foutu de leur gueule. Et on s'est foutu de leur gueule. Mais tout le monde se fout de leur gueule. Mais encore les gens se foutent encore de leur gueule. Mais mon gars, depuis qu'il a réussi à prouver, ouais. C'est depuis qu'il a sorti les chiffres. En vrai, depuis qu'il a réussi à prouver. Même moi, je rigolais un peu, il a sorti les chiffres, j'ai dit, ah, pas mal. Et puis, si t'as le malheur de cliquer, tu tombes sur une publicité ad, et t'as le malheur de cliquer une fois, t'es mort. Ils vont te recommander le gars plusieurs fois après. Et c'est très bien huilé, ces histoires. T'as pas besoin de cliquer dessus. Tu follow des entrepreneurs, t'es mort. Moi, je follow pas mal d'entrepreneurs. Mon gars, mon feed, il fait mal à la tête, hein, des fois. Franchement, mais prends ma formation, après, voilà. Prends mon call. Call d'une heure pour savoir quels sont tes projets. Et ça, c'est un autre sujet, hein. C'est un autre sujet. Mais leur façon qu'ils ont de parler, moi, vraiment, je peine énormément à regarder du contenu de Yomi Denzel, par exemple. Parce que je trouve qu'il fait du contenu hyper intéressant. Vraiment, shout out à lui. Si on peut l'avoir dans le podcast un jour, ce serait génial. Mais il va faire payer, ce bâtard, je pense. Mais, c'est lui qui va nous payer, frérot. Bien, je partage un peu. Confiance. Mais tu sais quoi, tu verras pour le podcast, on va recevoir des mecs comme ça, genre, je te dis. De toute façon, il y a déjà des guests. Il y a déjà des guests très intéressants qui arrivent. Restez branchés. Mais ce que je voulais dire, c'est que Yomi, il fait du contenu qui est dans le fond hyper intéressant, mais j'arrive pas à regarder ses vidéos par rapport à la forme, en fait. Et c'est cette forme qu'ils ont dans les pubs, dans les trucs. En fait, cette espèce de façon qu'ils ont de parler comme si t'étais un abruti. Mais il faut parler comme ça pour que les gens comprennent, etc. C'est pédagogique, c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé. Si tu parles aux gens comme si des gamins de 7 ans, l'information, elle rentre dans leur cerveau. Mais moi, je n'arrive pas à consommer du contenu comme ça. Ça me rend fou quand le gars, il t'explique. Et donc, pourquoi tu devrais arrêter de regarder des films pornographiques? Et tu vois, il te parle comme ça, et il parle comme ça pendant 40 minutes, il te regarde dans le fond des yeux, et ça me met trop mal à l'aise. Je comprends. Et pourtant, le contenu est hyper intéressant. Des fois, il met des guides sur des formations et tout, machin. Tu vois, Antoine Blanco a commencé à faire des trucs comme ça aussi, où il parle avec ce ton-là. Enfin, moi, j'ai regardé aussi, il y a pas longtemps, un vlog de Yomi Denzel, qui vlog. En fait, je cherche à regarder à faire pas mal de vlogs en ce moment, parce que je voyage pas mal, et je voulais
je voulais trouver des vlogs, enfin des formations pour apprendre à vlogger et tout, machin comme ça. Pas des formations payantes, mais juste sur YouTube et tout, je veux dire. Et j'ai regardé une vidéo de Jamie Denzel. Ses vlogs, ils sont lunaires. Tes vlogs, c'est un robot qui parle. Il est là. Salut les gars. Aujourd'hui, on va monter dans une Bentley Bentayga. Allez, on y va. Et ça me terrifie. Et voilà, donc shout out à lui. Je comprends énormément pourquoi il fait ça, mais je serais ravi qu'il vienne dans le podcast et que je lui demande pourquoi tu fais ça tout le temps, frérot. Mais il essaie d'en sortir, justement. Il essaie d'en sortir parce que moi, je consomme un peu plus de son contenu. Tu vois, récemment, je me suis mis à leur podcast avec Oussama Ammar. Et je trouve que dans son phrasé, dans sa manière de parler et de s'exprimer, il essaie de modifier ça et d'être beaucoup plus naturel. Alors, mais son podcast, c'est pas pareil. Son podcast, je le trouve terriblement génial et intéressant parce que les mecs sont 200% naturels. C'est le seul moment dans ce podcast-là où ils sont 200% naturels. Mais leur chaîne YouTube, c'est incomparable à ça. Enfin, si. Ce podcast-là, franchement. Si, justement, je saurais pas te dire exactement quelle était cette vidéo, mais j'ai regardé le début d'une vidéo où justement, tout ce qu'on explique actuellement, il le sait. Et en gros, au début de la vidéo, il fait son intro en mode, bah, comme t'as dit, aujourd'hui, je vous explique, machin. Et à un moment, je crois que c'est à partir d'une minute 30 où il dit, bon les gars, je sais que ça vous fait chier, là je vais vous parler naturellement. Et en gros, il a tourné cette espèce de process à un truc plus ridicule et les gens ils accrochent à ça. Donc limite, il est en train de se faire de l'argent sur ce truc-là. Et c'est très très fort. C'est très fort, genre. Mais vraiment, shout out à lui parce que ce mec, il est loin, il a une vision vraiment intéressante du truc. Et je pense qu'à terme, bah les gens ils vont faire ça. Tout ce qu'on dit, c'est un peu le problème aussi qu'il y avait Alexis Chance. Pareil, bah ça, c'est une question que j'avais te poser par rapport à ça. Est-ce que l'entrepreneur, il doit forcément être public? Est-ce que l'entrepreneur doit forcément s'exposer pour avoir c'est encore une histoire de légitimité, il y a encore une histoire de présence sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'un entrepreneur, ça peut rester un mec, je sais pas, je fais de l'artisanat dans mon coin, j'ai 2-3 clients, je vais les voir au porte-à-porte et je suis entrepreneur. En fait, tu vois, je me suis beaucoup posé la question sur l'année 2023 là qui est passée. Est-ce qu'il fallait que je devienne public ou est-ce que je pouvais être entrepreneur en étant privé? Et en fait, je pense que tu peux être entrepreneur privé. Il y a des mecs qui réussissent très bien. Mais la méta, encore une fois, je reprends cette expression, la méta, pour ceux qui savent pas, c'est genre le truc qui marche, quoi. C'est quand même plus d'être public dernièrement. Ouais, le personal branding. La tendance, c'est plus d'être public. Et le personal branding a pris une puissance et une ampleur. En fait, on se rend pas compte qu'avoir une communauté, c'est tellement puissant. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui soutiennent le podcast et qui sont derrière nous, parce que ça nous soutient énormément. Et nous, on fait pas ça à but lucratif, mais c'est quand même génial pour développer des projets, d'avoir des gens qui te suivent. Merci les gars. Et la puissance justement d'être public et de créer une communauté, c'est trop fort. C'est trop fort. Après, je pense qu'en tant que consommateur, faut se poser la question sur qu'est-ce que la personne qu'on suit nous apporte. Moi, je sais que si je follow quelqu'un, c'est parce qu'il m'apporte un truc. Je vais jamais follow un mec juste parce que j'aime bien comment il est. Non, faut que j'y trouve quelque chose à travers lui, tu vois. Je sais pas si toi, t'as cet état d'esprit, frérot. Mais pour moi, c'est important. N'importe qui que tu fréquentes, faut que ça t'apporte quelque chose. Faut avoir cette mentalité un peu égoïste du fait de se développer ou d'apprendre un truc. Donc si demain je suis ta chaîne YouTube, c'est parce que dans tes vidéos, j'apprends des choses, soit qui me serviront, soit qui me servent actuellement. Enfin, il y a un échange de bons procédés, tu vois. Simplement qui font en sorte que tu te sentes bien. Des fois, ça t'apprend pas forcément grand-chose, mais c'est bien, c'est divertissant, t'es heureux quand tu regardes, voilà. Voilà, et je pense qu'il faut se poser les questions et aujourd'hui pas forcément être passif par rapport au contenu sur les réseaux sociaux, mais être acteur de ce que tu likes, de ce que tu follow. Je like ça, qu'est-ce que j'aime dans ça? Est-ce que c'est sa façon de parler? Il s'exprime bien, il a confiance en lui, comment il fait, comment moi ça peut me servir, etc. Bon, ça c'est plus un aspect psychologique, mais je trouve ça quand même intéressant. Et autre question, parce que là je suis en train de me perdre dans mes pensées. L'entrepreneur, généralement, tu vois, moi ma vision d'un entrepreneur, c'est un mec hyper carré. Tu vois, je le vois, hyper carré. Il sait toujours où il va, il est toujours bien organisé, alors qu'en fait, non. Dites-vous, Baptiste, il est entrepreneur. je te dénigre pas, frérot. Mais en mode, tu vois. Tout le monde me connaît pas, faut que t'expliques, hein. Parce que là, t'as juste dit ça. Les gens savent pas si je suis carré, je vais expliquer. Tu vois, t'es pas un quinquagénaire qui a une famille et tout.
t'es bordélique, des fois tu fais les choses dans 25 sens. Déjà, ils le voient avec le podcast, hein. Des fois tu te perds dans tes pensées. En fait, t'as pas forcément le profil type d'un entrepreneur, pourtant tu l'es. C'est-à-dire que... Bon, Pourquoi je suis entrepreneur, moi pourquoi tu dis que je suis entrepreneur? Parce que t'as fait des sous. T'as fait des sous de manière compétitive et t'as apporté de la valeur, je l'espère, parce que j'étais pas là, à des gens, et voilà. Donc bref, on reprend le script, parce que là, sinon, je vais partir à Bubble. Ok, non, mais je trouve pas. Là, tu dis beaucoup que tu pars dans tes pensées, mais tes pensées étaient hyper intéressantes. Et non, c'est bien ce que t'as apporté. Et puis, de toute façon, moi, je suis pour un podcast de plus en plus naturel et où on développe sur nous et ce qu'on pense. Ok. Vous nous direz, hein, vous nous ferez des retours. Hein, peut-être que vous préférez quand on est plus carré, etc. Moi, je trouve ça intéressant de divaguer entre guillemets quand on reste sur le thème. Et là, on a été sur le thème. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'Alex Hitchens. En fait, moi, j'ai suivi donc pas mal la scène entrepreneuriat française. Et alors, Alex Hitchens, il a fait énormément de mal à l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, selon moi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'attention grâce à un personal branding fort. Et réussi. Et réussi. Mais qui a créé tellement peu de valeur. Mais tellement peu de valeur. et en fait, ce mec-là, il me fait penser à quelques entrepreneurs américains, là, qui ont fait ça. Il a vraiment copié un modèle américain. Il a pris le modèle américain. Il l'a déposé en France et ça a pété. Comme beaucoup font souvent. Écoute, bien joué. Et surtout, le mec a fait de l'argent grâce à ça. Bien joué. C'est comme les filles qui font des OnlyFans. On en reparlera, tiens, c'est un bon modèle d'entrepreneuriat. Les filles qui font des OnlyFans. C'est de l'entrepreneuriat? Je trouve pas ça génial de faire un OnlyFans. Mais s'il y a des gens qui sont assez débiles pour le payer, bah écoute, tant mieux pour toi. Hein, c'est là le vrai sujet. C'est là le vrai sujet, frérot. C'est les gens qui sont assez cons. On y reviendra, OnlyFans. On y reviendra. Je vais terminer sur Alex Hitchens. En fait, Alex Hitchens, il a fait un putain de personal branding en étant hyper provoquant et tout, machin, hyper, comment on dit, clivant. Mais en fait, il a créé zéro valeur. Il a rien appris à personne. Moi, j'ai un pote, et il se reconnaîtra, qui a payé la formation d'Alex Hitchens. Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Celle où il apprend à draguer? Non, pas celle-là, un truc business, je crois bien. Business, une grosse formation. Ah ouais. Bah, un truc assez cher. Je sais plus, c'était ou développement personnel, un truc comme ça. Okay, un truc assez cher. Malheureusement, on n'était pas amis au moment où il a fait ça. Mais putain, j'aurais pris sa carte bleue pour pas qu'il paye, quoi. Mais Alexis, en fait, c'est un truc tout simple. Si tu payes une formation, c'est que le mec t'a apporté de la valeur gratuitement avant, déjà. Alex Hitchens n'apporte pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il te faut un échantillon avant de prendre une formation. Il te faut un truc qui te fait dire, ah, ce mec-là peut m'apporter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand tu vois un mec qui est comme ça, tellement clivant, qui joue que sur son personal branding, et bah, sachez un truc, les gars. Le personal branding, c'est quelque chose qui doit être naturel. C'est quelque chose que juste, tu te mets en avant bien, en utilisant des bonnes techniques, et ça fonctionne. Si t'en fais trop, si tu forces, si tu te bases que sur ton personal branding, dites-vous qu'il y a une couille derrière. Dites-vous que si le mec il se base que là-dessus, c'est qu'au final il n'y a pas grand-chose à apporter. Et je trouve que ce mec a fait énormément de dégâts parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Et maintenant, la plupart des gens, sûrement pas mal de gens qui vont écouter ce podcast, vont écouter Entrepreneur et vont croire qu'on est des mecs comme ça en fait. Mais non les gars. Alex Hitchens, c'est pas un bon entrepreneur selon moi. Et franchement, je le dis, voilà. Moi, j'aimerais pas avoir ce gars-là dans le podcast parce que je trouve qu'il a pas de valeur à apporter. Prouvez-moi le contraire. Moi, je serais ravi d'apprendre le contraire. Mais ce gars-là, je suis d'accord avec toi. Qu'il apporte de la valeur. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il a quand même à nous apprendre sur le personal branding. Parce que malgré que je suis d'accord avec toi, pour moi, il apporte rien. Mais non, c'est les Américains qu'on va nous apprendre. Lui, il a fait pareil qu'eux. Ces techniques de trash talk, d'utilisation du buzz contre lui-même, etc., limite, c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui, frérot. Vraiment. Et il a réussi à se faire des sous avec ça. Je sais pas si on se rend compte. Après, moi, je pense qu'il bluffe un peu. Ouais. Mais tu mélanges le bluff à son personal branding, au fait qu'il a quand même des ressources correctes.
c'est-à-dire que généralement ce qu'il fait c'est assez bien produit, bah ça crée un mélange d'un mec qui arrive à toucher une partie sombre, je vais appeler les gens comme ça, une partie sombre de la population, qui eux sont des personnes frustrées, en général, je les juge pas, hein, mais c'est Non. factuel. Et ces personnes-là, elles voient en Alexis Chance un espèce de messie, tu vois. Et c'est pareil pour les OnlyFans. Je pense qu'il y a une partie sombre, donc, des gens entre nous qui ont des frustrations qui les poussent à payer du contenu comme ça. Parce que peut-être que ces gens-là ne savent pas forcément ce que c'est que la vraie valeur. Tu vois. Mais Alors, je suis complètement d'accord pareil avec pour toi. nous. Pareil pour nous. Je vais conclure sur Alexis Chance et te lancer sur les OnlyFans pour que tu nous en parles un petit peu. C'est En quoi, fait, tu veux pas Alexis qu'on Chance, fasse un épisode sur les OnlyFans plutôt, parce que mais on peut en non, parler mais un petit peu aujourd'hui quand même. on Parce fera un que c'est format un thème. court. On fera un format court. On fera pas un. Un format court sur les OnlyFans, c'est hardcore quand même. Non, je suis pas sûr en fait. Non, mais un format Non, court, genre de 10 minutes, genre, parce que là, si on fait un épisode d'1h30, ils vont nous prendre pour des fous. non. Oh, t'imagines? Oh, Baptiste, les mecs, c'est ils quoi ont ton la main OnlyFan en carton, préféré? quoi. C'est quoi ton OnlyFan préféré, Baptiste? 1h30 à parler d'OnlyFans, faut être taré quand même. Non, Bref, on attends. verra. Je conclue sur Alexis Chance. Alexis Chance, t'as exactement bien résumé, c'est que, avec son personal branding très fort, il a joué sur certaines personnes de la population qui étaient très sensibles à ce personal branding-là, et donc qu'on craquait pour ses formations et pour son contenu. Je trouve que c'est une des pires façons d'entreprendre, et que c'est très mauvais pour la société, et surtout pour le développement, et même pour tout en général, c'est malsain, c'est pas bien. Bref, on met ça de côté. Maintenant, parle-nous de ce que c'est qu'un OnlyFans, parce que tout le monde sait pas ce que c'est. Parle-nous du concept, parle-nous de comment ça a pris de l'ampleur, et qu'est-ce que t'en penses? Ok, simplement, OnlyFans, c'est un Instagram auquel tu as accès, payant, via abonnement, auquel tu vas accéder à du contenu intime. Photos, vidéos, collaborations, etc. Pourquoi OnlyFans ça a marché? Parce que OnlyFans se base sur un principe simple qui est, enfin deux même, le branding et la frustration. Si tu crées en tant qu'homme ou femme, parce que ça marche pour les deux, si tu crées en tant qu'homme ou femme un branding intéressant qui, auprès d'une population spécifique, va générer de l'attirance et de l'envie, et que tu couples ça à de la frustration, c'est-à-dire que tu fais croire à cette population que d'un côté t'es accessible, soit via des vidéos, soit des photos, soit de par ta façon de t'exprimer, ce que tu relates, ce que tu partages, etc. Ces gens-là, ils vont avoir envie d'en savoir plus. Donc, quel est le moyen pour eux d'entrer dans ton intimité et du coup de déverrouiller, entre guillemets, cette frustration? C'est de payer ton OnlyFans. La dérive d'OnlyFans, c'est quoi? C'est que, normalement, les gens devraient pas avoir à payer pour ça. C'est-à-dire que, à l'époque de nos anciens, tu voulais vendre ton corps, tu signais chez Brazzers. Aujourd'hui, tu peux te lancer en indépendant. Donc, J'ai l'impression que t'es à deux doigts de partir dans « Et c'est pas normal, moi je veux retrouver mes vidéos gratuites !» Tirer, t'as trop la rage. Genre, putain, y a trop la rage. c'est pas normal. Il y a plus assez de contenu sur les sites. Là, moi, je ne consomme pas ce genre d'absurdité. Cependant, créer un OnlyFans, c'est entrepreneurial puisque tu montes une entreprise, tu crées du contenu, tu es payé pour cela et tu payes des impôts, normalement. Et faut dire ce qui est. Peu importe peu importe ce qu'on en pense, elle crée de la valeur, la personne qui fait ça. Pour quelqu'un. Malheureusement, oui. c'est terrible. C'est terrible de dire ça. C'est comme le mec qui vend de la drogue. C'est un peu un entrepreneur parce que malheureusement, il crée de la valeur pour le gars. Elle va être temporaire et au final, ce sera nocif. Mais ça crée de la valeur. Mais c'est moi, pas ce que légal. j'en pense un peu de OnlyFans, bah en fait, c'est comme si en fait, ça me déçoit un petit peu que des personnes arrivent à payer ça, sachant que maintenant il y a vraiment du contenu sur internet gratuit. Donc en fait, c'est même plus c'est pas du contenu pornographique que les gens ils veulent. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là au podcast. Je pense pas qu'on va faire ça. On verra Non, après, je pense. Je pense pas le faire. Mais en gros, si non, t'as pas besoin de couper. Je pense que ça va le faire. En fait, ce contenu-là,
tu peux le trouver sur Internet gratuitement. Donc en fait, ce que les gens cherchent, c'est plus de l'espèce d'intention, de l'attention et de l'intimité. C'est ça, c'est de la frustration. Ouais, en fait, et c'est tellement, enfin, je veux C'est dire, malsain, c'est malsain, c'est on se rend extrêmement pas malsain. compte, et les gens vont se trouver des excuses, genre oui, mais je peux pas, j'ai pas de succès avec les femmes, je suis pas beau, ou j'ai ci, ça, enfin, Mais, on est 8 milliards voilà, sur la mais Terre, voilà, et les tu es gars, le mec le plus gay du monde, tu vas trouver une fille, voilà, hein, on est 8 milliards, hein, même nous, les de, gars, on fait le podcast, on n'est pas les plus beaux de la terre, on est vilains même. Enfin, les gars, tout est possible en vrai. ouais, 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 doucement, doucement. c'est pas vrai, moi je me trouve beau, il vient de m'insulter là. Ah mais Baptiste, il est. T'as dit quoi? On est vilain, nous. Non, mais on est C'est vilain, vrai. c'est l'expression. Quand tu dis t'es vilain, c'est en gros, je suis pas le plus beau, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est en Ouais. mode, si moi j'y arrive entre guillemets, tout le monde peut y arriver. Mais le truc, c'est que, regarde, demain, c'est quoi ton actrice préférée? C'est qui, pardon, ton actrice préférée? Mon actrice préférée? Ouais. Ah, je suis hyper basique, j'ai vraiment un truc sur Margot Robbie, moi. Pas juste parce qu'elle est belle, hein, juste j'aime trop les films Ok. avec les Tarantino dans lesquels elle est, moi je Tu kiffe. te balades sur Instagram, tu tombes sur une petite vidéo de Margot Robbie, assez compétitif, qui te dit, Baptiste, si tu veux en voir plus, clique ici. Si t'es fan de Margot Robbie, si c'est ton actrice préférée, si t'es enjoy quand tu la vois, forcément, tu vas avoir envie de... Et souvent, tu sais, OnlyFans, il y a plusieurs statuts, enfin, d'entrée. T'as la petite vidéo du début où on va teaser le truc, où généralement, c'est soft. Ensuite, t'as un autre truc à côté où tu vas avoir accès, par exemple, au feed de la personne avec seulement quelques photos. Donc, ce qui va te donner envie, après, de débloquer le troisième statut. Tu payes, et souvent, et ça, c'est encore plus malsain, première journée gratuite, première semaine à 1€. Ah ouais. En fait... Ouais, en fait, j'ai utilisé vraiment des systèmes d'abonnement, de business, il y a même des freemium et tout, donc c'est vraiment des trucs carrés, quoi. Le système est tellement bien fait que je pense que même des mecs normaux, entre guillemets, ils sont tombés dedans. Et pour ceux qui savent pas, je dis freemium, c'est qu'en fait, comme Ablay parlait de système de un jour gratuit, etc. Et ben en fait, quand vous avez genre un jour gratuit et après vous payez pour une semaine, c'est ce qu'on appelle un système freemium. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. simplement. Donc, pour expliquer un peu les termes. voilà. Mais oui, c'est vrai que voilà, et donc c'est pour ça que pas mal de personnes tombent dedans. En fait, c'est très bien fait, je suis d'accord. C'est très bien huilé en tout cas. Juste, je trouve que mais c'est mauvais en fait pour les hommes de la société. Et j'ai le même avis. Je dis les hommes, il y a plus d'hommes qui consomment ça que les femmes. Mais je trouve ça un peu triste qu'on en soit arrivé là, en sachant que, bah en fait, tu vis la vie en tant que spectateur, quoi. Quand tu fais ça, t'es là, t'es derrière un téléphone ou un ordi, et la personne te verra jamais, elle te connaît pas. Et au lieu de faire ça, si t'allais vivre la vie dehors et découvrir des gens, bah tu finirais par avoir ce que tu veux. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est cette espèce de fainéantise mixée à la peur de faire des choses, et ouais, c'est triste. On a le même avis. Moi, je trouve ça regrettable. Après, généralement, pour qu'un truc marche, faut que ça réponde à une problématique. C'est-à-dire que t'as toujours kiffé une meuf dans ta vie, une actrice, une chanteuse, machin. Tu sais que c'est inaccessible pour toi, et OnlyFans, ça répond à ta frustration de, en fait, non, elle est pas inaccessible, je peux voir ce qu'il y a en dessous, tu vois. Donc, et je pense qu'à terme, ça marchera toujours. Je te cache pas. Moi, je pense clairement que si le système est pas, entre guillemets, régularisé, qu'on met pas des règles strictes dessus, ça fonctionnera all day, every day, tu vois, jusqu'à la fin. C'est là pour rester, hein. Je pense que c'est là pour rester, OnlyFans. Clairement, oui. Mais en plus, sachant que la CEO d'OnlyFans, j'arrive jamais à dire son nom, mais c'est Emrapali Gan. Et bah cette CEO là, elle a fait quelque chose qui était vraiment fort, sortie de Covid, enfin genre en 2021, fin 2021. Elle a dit un truc, c'est que en sortant du Covid, il y a eu énormément de dépression et tout chez les gens. Il y a énormément d'hommes de la société qui se suicidaient. Et en fait, OnlyFans remettait de la joie de vivre en gros dans le cœur de certains hommes qui n'avaient plus envie de se suicider grâce à ça. Alors là, tu peux pas taper plus bas que ça. Genre, elle a vraiment, en vrai, elle a fait zéro effort, elle a tapé au plus bas,
Non, non, pour non, faire non, non, vraiment non. regardez, mon application elle sert, je sauve des vies quoi, limite. Et Vous je voyez, je suppose qu'elle sauve a des pas donné vies. de stats, elle a dit ça au global, Mais, en mode, non, elle a dit ça au global. ouais. Les filles, déshabillez-vous, on va sauver des vies, tu vois. Genre, non. Et j'ai vu ça, et je me suis, et c'est vrai, hein. Si elle le dit, c'est que c'est vrai, elle a pas dit de conneries, c'est prouvé. Il y a moins d'hommes qui se suicidaient parce qu'ils étaient sur OnlyFans. Mais alors, on est tombé, mais tellement bas quand Tu te même rends pour compte, en c'est-à-dire que arriver à là. pour passer de la vie à la mort, c'est est-ce que tu peux voir les fesses de ton actrice préférée? Enfin, moi, Ouais, c'est chaud. je trouve ça fou, genre. Oh, la phrase de fou, tu viens de dire, ça m'a fait tout réaliser, là. Oh, tu te rends compte? Non mais, Genre, c'est-à-dire que ça se trouve demain. limite, mais c'est comme si t'envoies un DM et tu lui dis, montre-moi tes fesses ou je me suicide. Genre, c'est incroyable. Mais c'est le principe, lunaire ce que tu viens de c'est le dire. principe. Mais ouah, on se rend pas compte. Ah, c'est tellement une dinguerie. Ah ouais, c'est chaud. Non, on va pas passer trop de temps sur OnlyFans parce que Ouais. c'est pas un débat OnlyFans. Mais je trouve que c'est intéressant de parler d'OnlyFans. On a couvert toutes les parties de l'entrepreneuriat, de ses phases les plus claires à ses phases les plus Le plus sombres. sombre. Euh, pour conclure sur toute cette discussion, sur tout ce débat, j'aimerais faire un espèce de résumé de cet épisode pour que tout le monde ait bien en tête le message qu'on essayait de faire passer avec ça. Ok, Parce que je pense vas-y. que le message il a été un peu altéré dans ces dernières minutes par rapport à tout ce qu'on a raconté. Mais en gros, l'entrepreneuriat, pour nous, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'on pense que certaines personnes ont la fibre entrepreneuriale et que les personnes qui ont cette fibre et se lancent dedans, ils finissent par créer des sociétés qui créent de la valeur, des entreprises qui créent de la valeur à la société et qui donnent de la vraie valeur et de la vraie plus-value aux gens. Personnellement, j'ai déjà été témoin de formations que j'ai vendues qui ont transformé certaines personnes. Et je vois des personnes autour de moi qui actuellement prennent des formations et qui sont en train de transformer leur vie. Mon frérot qui a pris une formation sur Alexis Chains, il a bien compris son erreur, il a pris une autre formation après, et clairement en train de booster son business. Et félicitations à toi. Et en fait, c'est ce genre de choses-là que je veux montrer et que je veux mettre en avant. Deuxièmement, on se considère tous les deux comme entrepreneurs parce que on a pris des risques, on a lancé des choses en indépendant, juste nous avec ce qu'on pensait et ce qu'on voulait faire, sans parachute entre guillemets. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire et c'est pas quelque chose de négatif. Pourquoi c'est pas quelque chose de négatif? Parce que on veut pas on veut pas que vous croyiez que on fait l'apologie de L'entrepreneuriat. de rien, parce que c'est hyper important d'avoir une société équilibrée avec des entrepreneurs, des salariés qui travaillent et qui aident à faire grossir des entreprises. Quand t'es entrepreneur, t'es très content d'avoir ton monteur ou ton photographe que tu payes. D'ailleurs, shout out à vous les gars qui travaillent sur le Wavy Podcast. Et Merci beaucoup. yes. Merci, je suis un petit peu, hein, merci à Dragan, merci à Elliot, merci à Corentin. On est une putain d'équipe. Et enfin, il y a d'autres branches du business qui sont un petit peu plus sombres, qui sont un petit peu plus ouais, sombre, c'est bien le terme. Et évidemment, ils sont beaucoup médiatisés, mais n'oubliez pas que c'est en général les petites minorités très médiatisées qui font le plus de bruit, mais ils sont pas si importants que ça. C'est pas si grave, ok? Oui, il y a des formations qui sont pas très intéressantes, mais on s'en fiche dans toute la masse de formations qui sont intéressantes. Oui, il y a des entreprises qui servent pas à grand chose comme OnlyFans. Mais les gars, ils sont là, ils ont trouvé une fibre et ils font de l'argent avec, on peut rien y faire. Donc en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que trouvez votre voie, trouvez ce qui vous fait kiffer et ce qui vous pousse dans la vie, et vous finirez par réussir. Je vais laisser Ablai conclure cet épisode parce que j'ai énormément parlé et je pense que t'as encore 2-3 trucs à dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est ne partez pas tout de suite parce que on a une rubrique qui arrive juste après. C'est la rubrique de cet épisode-là. Et Ablai, je te laisse Vas-y. conclure tranquillement. Je vais Réagissez conclure. à fond à l'épisode. Réagissez à fond à l'épisode. Envoyez-nous des messages. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux et sur les commentaires du site. Plus vous interagissez, plus ce podcast vous ressemble. N'oubliez pas. Nous, on vous écoute et on mettra en place les choses que vous nous conseillez. Donc plus vous interagissez, plus ce podcast vous ressemble. Merci de nous avoir écoutés. C'était le Wavy Podcast épisode 2. On se retrouve dans un mois pour un épisode qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Préparé par Wavy.
Les Guy, bon, moi je vais pas en rajouter 25 millions non plus. Moi, ce que j'aurais à dire et la valeur que je souhaite vous partager à toutes et à tous, c'est n'entreprenez pas forcément pour l'argent. Faites un peu comme moi et Baptiste, enfin comme nous quoi. L'OI Podcast, c'est de l'entrepreneuriat. Pourtant, on gagne rien, mais on kiffe. On apprend des choses tous les jours. Des fois, on s'embrouille, des fois, on est mal organisé, des fois, c'est la merde, des fois, c'est le rush. Mais on se kiffe, on s'aime. Que ce soit tout seul, avec vos amis, avec votre famille, entreprenez, faites ce que vous avez à faire et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous ralentissent. Donc, rendez-vous au prochain épisode où on parlera notamment de vous. Oui, podcast, vague sur vous. Let's go. Let's get it. Et bon 2023. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, où on parlait un petit peu de la puissance et la résonance de la musique, en particulier en 2023. For real. Donc on avait déjà un petit peu parlé de ça. Et en fait, j'ai décidé qu'on en parle dans cet épisode, parce que on est début d'année 2024 quand vous allez écouter ça. Nous, quand on enregistre, on est encore un petit peu avant dans l'année 2024. On enregistrera ça en février pour mars. Et on va faire un petit peu notre top album, ce qu'on a le plus préféré dans la musique en 2023. Oui, c'était une année un petit peu plus différente que les autres, j'avoue au niveau de la musique. Ah, musicalement Avant qu'on vous donne parlant, notre top, je me suis moins retrouvé je moi vous cette donne année. je vous donne le top des charts. Ouais, mais ça, justement, on va pas en parler aujourd'hui. Je vous donne le top des charts. Les albums qui ont le plus vendu cette année. On reste dans le R&B / hip-hop / pop. Utopia de Travis Scott. Utopia, le gros banger de l'année, il est sorti pendant l'été. SOS de SZA, quasiment l'album le plus primé aux Grammys. Grammy, ouais. Set It Off de Offset. Je l'ai découpé parce que j'arrive pas à dire Set It Off, Set it off. grave vite. Set it off. Je suis chaud. Donc de Offset. Hero et Villain Heroes and a Villain. de Metro Boomin. Metro. Et évidemment For All the Dogs de Drake. De Drake. Avec sa version deluxe aussi qui est sortie. Donc ça, c'est pas nos albums préférés de l'année, mais c'est les albums qui ont le plus vendu de l'année, c'est les bangers de l'année. Un petit avis rapide, j'ai adoré SOS de SZA, les gars. Si vous l'avez pas encore écouté, foncez. Foncé. C'est du très 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 bon R&B, et nous on est vraiment des amoureux du R&B. Donc voilà, Blay, moi je vais te laisser faire ton top album de l'année. On a choisi 5 albums chacun. Je vais te laisser découper ça. Bah écoute, je vais les faire dans l'ordre, en commençant par le 5e, je finirai par le premier, le meilleur. Le 5e, retour d'un de mes rappeurs favoris en France, qui s'appelle anciennement Joke, maintenant Ateyaba depuis quelques années maintenant. Donc La Vie en Violet, qui a été détesté par la plupart des gens, car c'est un album, je trouve, conceptuel. Et c'est un album, en fait, de 2027, qui est sorti en 2023. Donc les gens, ils ont pas accroché, mais moi, j'ai kiffé. Il y a beaucoup de choses positives dans cet album, comme il y a beaucoup de choses négatives également. Ateyaba, voilà, c'est un mec qui parle que de fesses, de cul, et d'à quel point Dieu l'a choisi comme le héros sur Terre. Et ça peut être dérangeant, notamment pour les personnes religieuses. Je le suis, et parfois c'est compliqué à écouter. Mais c'est vraiment un album que j'ai kiffé au niveau conceptuel. Il y a des sons comme Solaire, Pokéball, Hank Nigga, enfin... Ateyaba, c'est un mec qui respecte toujours sa culture et ses origines dans ses sons, et ça c'est un truc que je valide. Donc la vie en violet en 5e. En 4, Sincèrement de Hamza, album que j'ai surkiffé, que j'ai écouté très longtemps, même si là je l'ai un peu lâché. Avec Baptiste, on a fait une release party d'ailleurs de ce projet d'Hamza chez toi, et je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qu'on a kiffé. C'est génial. C'était lourd, sauf le son avec Damso. Sauf le son avec Damso. J'avais trop envie de la lancer, ta petite balle. Et franchement, je suis d'accord avec lui. Balle perdue pour moi, le son avec Damso est le pire du projet. Ah, il est honteux. Il est tout simplement honteux. Mais sincèrement, Damza, je le vois comme le projet un peu maturité d'Hamza. Pour moi, Paradise, c'était mature, mais c'était encore un peu deep. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, sincèrement... Moi, j'ai préféré Paradise, quand même. En fait, dans Paradise, tu vois, il y a plus de choses que je kiffe, mais dans Sincèrement, je trouve que c'est plus vraiment album. Même s'il y a pas mal de top line et de refs que Hamza a fait que je trouve
peut-être un peu en trop dans le projet, ce qui fait que c'est pas son projet forcément le plus personnel, mais je pense que niveau DA et niveau découverte, c'est tout simplement monstrueux ce qu'il a fait. Je pense à Kokoro, je pense à Murder, je pense au son avec Offset. Voilà, sincèrement de Hamza, merci pour ça. Top 3 maintenant, Love Therapy de Monsieur Nov. Monsieur Nov qui est peut-être le dernier seul vrai représentant du R&B old school en France, qui a sorti un magnifique projet cette année que j'ai adoré avec des feats tout simplement incroyables. Je vais reprendre la tracklist pour vous dire les sons que j'ai kiffé et pour vous inviter à écouter ce gars-là, car c'est vraiment un mec que j'ai écouté depuis avant et que je kiffe et que je soutiendrai toujours. Bah, il y a le son Love Therapy, il y a Dernier Je t'aime avec Jossman qui a un peu pété, il y a Théou, il y a Essai encore avec Joe Doigt de Filet. Tu connais Joe Doigt de Filet, toi? Du tout. Bah, Joe Doigt de Filet, c'est un mec qui fait, bon, c'est plus de R&B afro. Il y a le son Ma Femme qui est peut-être presque mon son préféré de l'année avec Taïk, qui est vraiment un son de ouf pour vraiment les lovers. Tu vois, quand ta meuf te quitte et que tu veux la récupérer, chante-lui Ma Femme, c'est le nouveau Nelly, tu vois, les nouveaux classiques à l'ancienne, tu vois. Donc voilà. Ok. Love Therapy, meilleur album R&B entre guillemets old school, même si c'est un peu actuel, de l'année. En top 2, je vais mettre Ride or Die de Jeune Saint. Mais ça m'a tellement matrixé qu'on en fera en fait un épisode spécial. On fera une review spéciale Ride or Die pour vous expliquer à quel point vous devez aller écouter ce projet et pourquoi on l'aime autant, parce que c'est vraiment une masterclass. Et je finis rapidement, Baptiste. Le meilleur projet pour moi d'année 2023, ça reste mon propre projet, Wave Next Door. Ah. Anciennement disponible sur SoundCloud, sur lequel j'ai tout tué avec des sons de fou. Je reprends la tracklist pareil parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait, mais c'est le meilleur projet. Rêve du Waver, Vanille sur moi, Exchange. J'ai fait un remix d'Exchange. Donc ça c'est incroyable. Lipstick et Miami Hills, c'est le meilleur projet R&B musical de l'année en France, au Venezuela, aux États-Unis, en Afrique, qui est pas sorti, hein, les gars. sur la Lune. C'est le meilleur projet. Bon là vous verrez pas parce que j'y ai pas de la caméra, mais Wave Next Door, Ça faire des sons. Wave Next Door à fond, cœur sur vous et voilà. C'était mon top de l'année 2023. Bah déjà, c'est un super top. C'est un super top, je suis content parce que oubliez pas que c'est pas des tops objectifs qu'on fait, c'est vraiment nos tops perso à nous. Ouais, Et le but de ça, c'est de vous faire découvrir un maximum notre culture, en fait. Parce que nous, on aime écouter. Donc, ok. Sache que tu m'en as volé un. Parce que Ride or Die de Jeune Saint était aussi mon numéro 2. Vous inquiétez pas, le numéro 1, c'est pas un projet à moi. Hein. Mais Ride or Die devait être dans mon top, mais du coup, je l'ai enlevé. On s'était concerté déjà auparavant. Donc je vais faire dans le même ordre. Je vais faire du 5e au premier. En numéro 5, du coup, qui s'est incrusté dans le top, c'est The Night Shift de Larry June. Larry June, c'est un rappeur de Los Angeles, donc très West Coast américain. C'est excellent, c'est du rap un petit peu à l'ancienne. Enfin, pas à l'ancienne dans la musicalité, mais je veux dire... Il prend le rap au sérieux, mais pas avec les codes d'aujourd'hui, vraiment avec les codes de Los Angeles, et c'est hyper kiffant. Elle est shit. C'est des très très belles instrus, et c'est un morceau aussi R&B avec Blast qui est excellent. Without You, je vous le conseille. Ensuite, on a... Oh, je suis un ouf, j'ai oublié son nom, je vais vite, pardon. Je me rappelle du nom d'album, c'est Forward. Et l'artiste qui a fait cet album, c'est Jordan Ward. Voilà, j'allais l'appeler Jonathan Ward, c'est pour ça que je suis allé vérifier. Donc c'est l'album Forward, donc ça c'est un album complètement R&B, très 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 R&B, c'est aussi de Los Angeles, visiblement j'ai bien kiffé Los Angeles cette année. Et voilà, Forward de Larry June, de Jonathan Ward, avec dedans un morceau qui est absolument excellent, qui est peut-être pour moi le meilleur morceau de l'année, c'est White Crocs, avec Ryan Trey. Peut-être un des morceaux R&B de l'année. J'ai réécouté parce que je connais pas et si c'est R&B as fuck, let's go. Tu vas kiffer. Donc The Night Shift en 5, Forward en 4, et en 3 on a Almost Healed de Lil Durk. Ça c'est un peu plus connu, on est quand même moins sur du underground, mais qu'est-ce qu'il était bien cet album, qu'est-ce qu'on a de la bonne musicalité, qu'est-ce qu'on a du son conceptuel, j'ai vraiment adoré. Franchement...
c'est pas hyper surprenant, mais c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Quand je parle de son conceptuel, je parle simplement de l'intro avec Alicia Keys. Mais sinon, vraiment, c'est du grand leader qu'il a masteré son art et il a fait ça hyper bien. Moi, c'était en boucle toute l'année. Donc, voilà. Le deuxième, Jackman de Jack Harlow. Excellent. Pour moi, le meilleur projet, le deuxième meilleur projet purement rap de l'année. Vraiment, il était génial. Enfin, il y a du storytelling, ça raconte des belles choses. J'adore la personnalité de Jack Harlow, donc je suis un peu biaisé. Je trouve qu'il a une hyper bonne personnalité qui le rend du coup très 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 intéressant. Et en numéro un, non, c'est pas un projet d'Ablaye. Non, c'est pas un projet à moi. Damn, il n'a pas eu un en Euh, premier, l'enfoiré. A Gift and a Curse de Gunna. L'album de Gunna, moi les gars, je m'en fous de tout ce qui s'est passé en hors musique, je parle que de musique ici. Et franchement, cet album était génial. En fait, ça nous rappelle l'époque de 2017 où tout se passait Ouais, bien de et ouf. où De où ouf. il arrive à ressortir de la musique. Ça fait plaisir de voir un artiste de cette génération qui arrive à ressortir de la musique hyper qualitative et hyper bonne. Honnêtement, il n'y a pas un son à jeter. Mon son préféré de ce projet, c'est Go Crazy. Il est excellent. Go Je vous crazy. le conseille. Et voilà, donc pour un petit récapitulatif, c'est A Gift and a Curse de Gunna, Jackman de Jack Harlow, Almost Heal de Lil Durk, Forward de Jonathan Ward, de Jordan Ward. J'arrive pas avec ce mec. Et The Night Shift de Larry June. Je vous ai fait des petites, comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais mais pas en français. Trop relou. Euh, Trop relou, trop relou. En Ça sort gros, tout seul. les mentions honorables, voilà, les mentions honorables du top. On a quand même Benjamin Epps, La Grande Désillusion. On a l'album commun de Meek Mill et Drake Ross. Et on a aussi, j'avais mis sincèrement Damza, c'est vrai que c'était quand même un très très bon projet. Mm. La release party était géniale. Voilà, en tout cas, c'était simplement un peu de culture qu'on vous partage. On va essayer de faire ce genre de chronique à chaque fin d'épisode. On espère que vous, ça vous aura plu. Évidemment, ce sera pas tout le temps que de la musique. Il y a plein de genres de chroniques comme ça qui vont sortir, mais c'est pour partager un maximum notre culture et pour que vous appreniez à nous connaître au plus. En tout cas, on vous remercie d'avoir passé du temps à nous écouter. Ablaï, je sais pas si t'as une outro particulière parce que c'est ton épisode, donc je te laisse conclure comme il faut. Et Euh, moi, en tout cas, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et on se retrouve dans un mois. N'oubliez pas le concept, un épisode par mois et il y a les extraits qui sortent chaque semaine. Donc chaque semaine, vous aurez à manger, vous aurez des extraits des épisodes. Donc on se retrouve dans une semaine.